L'invité de ce Smart Impact, c'est Yann Rivoalan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. On va évidemment parler de la lutte contre la fast fashion. Il y a une loi qui est un peu dans les limbes de la navette parlementaire. On va pouvoir détailler ça. Mais d'abord, peut-être une question très générale. Comment va le secteur ? Toujours difficile ? Alors c'est toujours difficile avec un effet plancher qu'on voit pour un certain nombre de marques, parce que la météo a joué de façon très favorable ces derniers mois. Il a plu, il a fait froid, donc bon an, mal an, les derniers mois ont été assez corrects pour un certain nombre d'acteurs. D'accord. Mais c'est quand même pas la fête, loin de là, et surtout structurellement, on voit quand même les CASA qui tombent. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a des marques qui continuent de fermer ou quasiment, quoi. De toute façon, on voit la complexité. Et il y a aussi des transformations majeures, ne serait-ce qu'avec des incertitudes aussi qui le sont tout autant. Évidemment, les lois, les taxes aux États-Unis qui sont mises en place nous posent beaucoup de questions sur les adaptations nécessaires à mettre en place. Ouais. Et donc, il y a cette concurrence de l'ultra fast fashion. On va parler de la loi, mais est-ce que vous pourriez la combattre sans une loi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a les questions que le secteur se pose, s'est posé depuis longtemps, sa capacité à anticiper sur ce modèle Shine qui s'est imposé. Est-ce que vous pourriez combattre ce modèle sans la loi ? En fait, le point, c'est est-ce qu'on peut combattre des mafieux sans la loi ? La réponse est non. Voilà. Bon. Or, sur la chaîne de valeur intégrale de Shein et de Temu en partie, en fait, chaque fois, on a des comportements qui sont au moins déloyaux. Et c'est le au moins. C'est-à-dire dans la contrefaçon, elle est massive. Toutes les semaines, j'ai des marques qui me remontent des contrefaçons. Il y a un procès qui est en ce moment entre Lacoste et Shein, qui montre comment Shein, depuis des mois, fait de la contrefaçon sur, justement, Lacoste. Et c'est aussi des petits créateurs. Et leur capacité de faire 10 000 nouveaux produits par jour est liée, justement, à cette contrefaçon massive. Donc, il y a déjà ce premier point. Or, technologiquement, c'est pas possible pour l'instant de le refléter, de remonter cette contrefaçon, parce qu'on se retrouve dans la même ambiguïté que celle qu'on peut avoir dans les médias. Si on prend votre image et qu'on la fout sur TikTok, pour que vous remontiez dessus, ça vous demanderait un boulot démentiel pour remonter sur l'algorithme de TikTok. D'accord. Et donc, c'est pour vous impossible, ou presque. Et c'est à cette impossibilité-là que vous êtes confrontés. C'est là, justement, qu'ils ont. Donc, il y a ce premier point de la contrefaçon. Est-ce qu'il y a eu un peu... Je reste sur la contrefaçon, ensuite vous développez le point suivant, mais est-ce qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage, quand même parce que ce modèle-là, il existe depuis le début. Il s'est créé là-dessus, quoi. Il y a ce retard à l'allumage classique dans toute l'innovation digitale. C'est-à-dire, il y a un retard à l'allumage dans le vol des images, dans le vol des musiques, souvenez-vous, avec Napster, il y a maintenant près de 20 ans. Donc, chaque fois, oui, il y a un retard. Et il est lié aussi à cette croissance exponentielle qu'ils peuvent avoir, parce que quand une société fait 100% de croissance tous les ans, eh bien, au bout de 5 ans, c'est près de 5000% de croissance. Donc, on ne l'avait pas vu il y a 5 ans. Le temps qu'on fasse des lois, que ça passe à l'Europe et que ça soit appliqué, les 5 ans sont passés. Et la société est passée de 3 milliards à 45 milliards. Ok. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui explique, parce que vous disiez, il y a la lutte contre la contrefaçon. Alors, il y a la contrefaçon, il y a l'exploitation des salariés. Là aussi, par vêtement, c'est 1 centime de versé. Donc les gens sont obligés de faire 100 vêtements par jour pour des salaires de misère, de travailler jusqu'à 100 heures par semaine, de n'avoir qu'1 jour de congé par mois. Donc là aussi, on est quasiment proche de l'esclavagisme. C'est la baisse de la qualité des produits dans la mode. Où là aussi, les clients ne se rendent pas nécessairement compte, mais ils achètent du polyester à plus de 80%, et c'est mal taillé, c'est mal fait, c'est de mauvaise qualité. Mais en effet, quand on l'a acheté 3 €, comme c'est pas cher, on s'en fiche un peu. On va le porter 2 fois ou 3 fois, et puis voilà. Et je reprends ce qu'on peut voir aussi sur certains réseaux sociaux. En fait, c'est gratuit. Donc, comme c'est gratuit, on passe le contenu. C'est pas très grave non plus. Et enfin, il y a l'exploitation, justement, de la faille des taxes. C'est-à-dire, quel est le vrai chiffre d'affaires de Shein et quelle est la véritable TVA qu'ils font semblant de payer. Parce que pour l'instant, ils échappent à une grande partie de la TVA. Alors, ils déclarent une espèce de TVA sur un chiffre d'affaires qui, des sources que je peux avoir, est tellement ridicule versus le véritable chiffre d'affaires qu'ils font, que là aussi, il y a une fraude massive. Donc, comme sur toute la chaîne de valeur, il y a de la fraude, du début à la fin, en effet, personne ne peut les concurrencer. Et c'est pour ça que vous parliez de système mafieux et de la nécessité d'une loi. Que contient cette loi ? Ensuite, on parlera du fait qu'elle ait été reportée. Alors, la loi
a 3 points majeurs. Le premier, c'est de déterminer ce qu'est l'ultra fast fashion, c'est-à-dire combien de nombre de références par jour on peut avoir. Un ordre d'idée, une marque française, c'est 2-3 références nouvelles par jour. Zara, c'est 100, donc c'est énorme. Ouais. Shein, c'est 10 000. Donc on est dans des ratios... Par jour, hein. Par jour. Par jour. Oui, c'est-à-dire par jour, Shein fait ce qu'une marque française va faire toute sa vie. Ouais. Donc on est dans un volume astronomique. On retrouve les volumes, évidemment, des plateformes digitales qui sont aussi capables d'avoir aussi comme ça des millions de vidéos tous les jours. Le deuxième point, c'est il y a un système avec l'affichage environnemental qui permet de déterminer si un produit est bon ou mauvais. Il est mauvais, je paye un malus de 5 €. Ouais. Il est bon, je touche un bonus de 5 €. Donc un bonus-malus, qui est prévu dans la loi. Oui, ouais. Et cet affichage environnemental, il est travaillé avec des polytechniciens, des ingénieurs et les experts du textile depuis maintenant des années. On aboutit à cet algorithme et grâce à cela, on va pouvoir dire c'est un bon et un mauvais produit. Okay. Un peu comme le Nutri-Score, mais sous une autre forme très intéressante, c'est qu'on va avoir un nombre de points. Et ce nombre de points, en fait, c'est le nombre de points de vie qu'on va prendre à la planète. C'est-à-dire, quand on achètera un produit avec 150 points, on prendra 150 points à la planète. Oui, donc on intègre le coût environnemental au prix d'achat du produit. C'est ce que je comprends bien. Grâce à ce malus et ce bonus, on se dira, oui, je prends un peu à la planète, mais il faut bien qu'on s'habille tous les jours. Oui, bien sûr. Donc quand je mange aussi, je prends aussi un peu à la planète, mais je peux lui rendre d'une autre façon. Okay. Et donc cet affichage est assez intéressant, justement, de cette perspective de je vais consommer ou non, beaucoup ou pas à la planète. Et quand j'achète chez Shein pour un t-shirt en polyester qui va détériorer à vie la planète parce que le plastique ne se détériore pas, et bien là, je vais avoir un gros affichage environnemental et en plus, ça va me coûter 5 € de plus. Okay. Donc ça limite justement l'achat. Donc ça, c'est pour le bonus-malus. Ensuite, il y avait une question de publicité. L'interdiction de la publicité. Alors là, c'est une vision très intéressante de pourquoi est-ce qu'on a le droit ou non ou pas de faire de la publicité. Pour l'instant, l'interdiction de la publicité se fait avant tout avec des produits qui sont très dangereux pour la santé, du type le tabac ou l'alcool. Et donc là aussi, on a cette vision qui est, quand on sait que ces produits sont clairement, parce que c'est l'ultra fast fashion, dangereux pour la santé de la planète et donc pour nous, parce que quand un t-shirt en plastique va dans les océans, à la fin, cette dégradation, les microfibres finissent aussi dans notre corps. Eh bien, on peut se poser la question de est-ce qu'on a le droit ou non d'autoriser cette publicité. Et donc là, c'est une vraie question de société. Parce que pour l'instant, le droit européen interdit de faire ceci. Donc, est-ce qu'il faut aussi que le droit européen change ou pas? Oui, vous dites que c'est un combat qui dépasse la filière textile d'une certaine façon. Et c'est pour ça que, et si on retrouve la base d'ailleurs de la mode depuis des années, c'est qu'on est souvent à l'avant-garde de beaucoup de transformations. Dans le digital, les marques de mode sont depuis maintenant plus de 15 ans en e-commerce, alors qu'encore quelques industries n'y sont pas encore. Et donc il y a toujours ce côté avant-gardiste, évidemment dans les tendances, mais aussi dans l'innovation et aussi dans la responsabilité. Et donc de ce fait, la transformation qu'on voit avec Shein, c'est qu'on voit comment une marque comme Shein est le pire du pire dans l'innovation et dans la responsabilité, et quand les marques françaises font l'inverse, c'est-à-dire elles essaient aussi de se transformer dans l'innovation, mais avec les contraintes légales que nous on a, qu'eux n'ont pas, et évidemment dans la responsabilité d'en vouloir bien faire les choses. Et alors cette loi qui avait été votée à l'Assemblée, qui devait passer au Sénat, il y a eu la décision de report de l'examen. Est-ce que vous faites le lien avec l'embauche par Shein d'un certain nombre de personnalités politiques, d'anciennes personnalités politiques qui sont... C'était quoi, une stratégie d'influence en fait? Alors il y a des raisons légitimes. Les raisons légitimes sont évidemment la dissolution, les changements de gouvernement, et donc c'est compliqué en effet de faire passer des lois dans ces contextes. Le deuxième, c'est qu'en effet, il y a un lobby massif de Shein qui s'adresse, je le vois aussi, aux écoles. Ils vont aller dans les écoles pour expliquer à quel point ils sont bien dans des écoles de mode, évidemment. Ils font du lobby vis-à-vis des parlementaires. Je prends évidemment Castaner, qui a fait beaucoup d'images. Donc Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui a été embauché, effectivement. Mais il y a aussi Bernard Splitz, qui a demandé à rencontrer la présidente de l'Assemblée, ce qu'il n'avait pas fait depuis maintenant près de 5 ans. Alors Bernard Splitz, il était... C'est un des fondateurs des GRAC, qui est un mouvement qui a été aussi à l'initiative de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc c'est quelqu'un qui a été très important, qui faisait aussi partie du MEDEF, et donc il y avait une stature et un réseau, et donc il utilise clairement ce réseau aussi pour s'adresser à de nombreux parlementaires. Et donc il y a aussi Nicole Gage, une ancienne secrétaire d'État, qui avait une très belle réputation, malheureusement elle aussi embauchée par Shein. Donc on le voit, c'est un investissement en lobby
par Castaner, qui est très visible, mais aussi sur d'autres, qui bien sûr influencent les parlementaires. Vous espérez quand même que cette loi soit votée rapidement ? Alors on a une première étape, on verra début avril si ou non elle va être à l'agenda. Bon. Si elle est à l'agenda, comment est-ce que la loi va être transformée aussi par les sénateurs ? Donc on va voir s'il y a des modifications positives ou pas. Et de ces transformations, elle sera votée ou pas. Donc il y a beaucoup d'incertitudes d'ici peut-être mi-mai, où elle passera peut-être justement au Sénat. Merci beaucoup Yann Rivoalan. Évidemment, on va soutenir ce combat et continuer d'en parler ici. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Comment parler d'économie sociale et solidaire aux jeunes ?